Merci beaucoup d'être présent et présente pour cette première rencontre de PSSP de l'année. Je m'appelle Rémi Guillem et j'organise les rencontres de PSSP depuis quelques années. Et aujourd'hui, on est très heureux de recevoir deux personnes l'une que l'on connaît très bien puisqu'elle est partenaire du projet PSSP depuis ses débuts, qui est Sylvain Lefebvre, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal, et Agnès Golfier, qui est co-directrice opérationnelle de la Fondation Daniel Mitterrand. On a souhaité organiser cette journée qui s'intitule donc Promouvoir la justice sociale, trajectoire et défis d'une fondation sur 4 décennies. Euh, c'est pas une journée, c'est juste une soirée, une rencontre, excusez-moi, mais ce sera l'occasion pour nous d'entendre Sylvain Lefebvre présenter une enquête qu'il a co-animée avec Annabelle Berthiaume, qui est, je crois, présente aussi en visioconférence, et d'ouvrir la discussion avec Agnès Golfier, qui travaille depuis longtemps du coup à la Fondation Daniel Mitterrand. Je vais pas m'attarder beaucoup plus. Je crois que Sylvain a une présentation qu'il peut projeter. Mm. Euh, C'est bon. Ouais. c'est tout bon? Très bien. Eh bien, voilà, le partage d'écran a commencé. Sylvain, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça va, vous m'entendez bien? Distance, ouais. Dans la salle aussi, ça va, vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, j'ai le plaisir de vous présenter un travail que nous sommes en train de mener sur la base de différentes enquêtes en fait menées avec Annabelle Berthiaume, qui est professeure à l'université de Sherbrooke, qui n'a pas le plaisir d'être à Paris aujourd'hui, mais qui est à distance, donc qui pourra intervenir notamment dans la période des échanges. Avec Annabelle, nous travaillons depuis plus d'une dizaine d'années sur une fondation particulière qui est à Montréal, euh, et qui nous permet de réfléchir, de proposer un questionnement aujourd'hui autour de la justice sociale. Donc, je prends la diapo C'est bon? suivante, s'il te plaît, Anne. Alors, ou pas. Donc, philanthropie et justice sociale, c'est vraiment, si on s'intéresse à ces jeux-là, plutôt, ça se pose plutôt sous la forme d'une antinomie, notamment dans les travaux universitaires des dernières années. Ça a été posé de différentes manières. Donc, on a eu classiquement, il y a eu beaucoup de travaux, notamment en Amérique du Nord, sur le fait que l'argent de la philanthropie soutenait surtout les institutions, on va dire, des plus riches, pour le dire comme ça. Donc, dans le domaine culturel, l'argent philanthropique va plutôt aux institutions les plus légitimes du monde culturel. Dans le domaine de la santé, c'est pareil, de l'éducation. Donc, bon, ça, c'est le premier angle un petit peu qui oppose philanthropie et justice sociale. Beaucoup de travaux aussi qui ont montré comment la philanthropie, c'est souvent une opération qui permet une conversion du capital économique en capital culturel, en capital social. Tout ça, j'allais dire, c'est assez classique dans les travaux critiques sur la philanthropie. Et puis, il y a eu depuis une quinzaine d'années aussi un retour de ces travaux critiques aux États-Unis qui insistent sur aussi la transformation du monde des fondations et de la philanthropie sous l'impulsion de la hausse des inégalités de patrimoine et en gros avec des très grosses fondations qui sont liées à des très grandes fortunes et avec des personnalités, y compris qu'on voit, qu'on connaît, type Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, etc., bon, et qui sont liées à une forme aussi de concentration de tous les pouvoirs, y compris de plus en plus politiques. Donc voilà, c'est tout sous l'angle de la concentration de différents types de pouvoirs qu'a été envisagée la philanthropie. En même temps, aux États-Unis notamment, il y a toujours eu, en tout cas depuis un siècle, a existé un courant minoritaire
mais néanmoins structurée, de philanthropie axée sur la justice. Alors, si on parle d'une philanthropie pour la justice sociale, pour le dire rapidement, on entend par là une philanthropie qui vise la redistribution du pouvoir et des ressources économiques, sociales, culturelles, politiques dans une direction plus égalitaire. Et ce type de philanthropie, elle a pris différents visages au cours du XXe siècle. On peut penser, une des premières grandes fondations connues, c'était le Rosenwald Fund, qui a été créé en 1917, qui a duré une trentaine d'années, et qui a notamment financé la création des réseaux d'écoles dans le sud ségrégationniste, d'écoles pour les enfants afro-américains, qui a eu un effet très important aux États-Unis. Les bourses pour les intellectuels, y compris noirs, ont eu un rôle crucial ensuite dans la lutte pour les droits civiques. Dans les années 70, il y a eu une génération de fondations alternatives sur laquelle j'ai travaillé également, donc des fondations qui ne portent pas le nom du donateur, des fondations proches des mouvements sociaux, des fondations qui à la fois luttent contre les inégalités économiques, sociales, politiques, mais qui invitent aussi à repenser la manière de faire la philanthropie, qui réinventent la manière de penser l'activité philanthropique. Par exemple, qui doit prendre la décision dans la fondation? Est-ce que c'est la personne qui apporte le capital? Est-ce que c'est les mouvements financés? Bon. Et puis, on a eu aussi une nouvelle génération, pour le dire comme ça, de fondations axées sur la justice sociale depuis une vingtaine d'années. Alors, à la fois des fondations, là aussi, de petite taille, portées par ce que j'ai appelé des héritiers, héritières rebelles, donc des gens qui héritent d'une fortune importante et qui décident de consacrer leur fortune à rendre impossible les conditions qui elles-mêmes les ont consacrés riches. Mais on a vu aussi des fondations, et ça c'est assez nouveau, plus centrales dans tous les sens du terme, plus mainstream, prendre une orientation vers la justice sociale. Donc, par exemple, là j'ai mis trois ouvrages critiques. Mais en bas à droite, c'est un ouvrage du directeur de la Fondation Ford qui est un peu terrorisé en fait l'orientation, la réorientation de la Fondation Ford autour des questions de justice sociale, notamment dans la période Black Lives Matter et dans le soutien de la Fondation Ford à ces mouvements importants. Ce qui est particulier aussi dans la période des 15 dernières années, c'est que les travaux que j'ai affichés, là, ces quatre ouvrages-là, alors Rob Reich, c'est un universitaire, c'est un philosophe, les deux autres, en haut à droite, en bas à gauche, ce sont des travaux de gens qui sont des insiders du monde philanthropique, des gens qui sont dans le milieu des fondations, qui ont fait des ouvrages assez durs, en fait, sur le point de vue de la décolonisation des richesses pour l'un, sur l'autre, sur le système, j'allais dire un système qui reproduit un certain nombre d'inégalités, même s'il parle un langage d'émancipation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des critiques qui ont été intégrées par le milieu philanthropique lui-même. C'est des ouvrages qui ont beaucoup circulé, qui ont été discutés dans les instances mêmes du monde philanthropique américain et qui ont donné lieu à des formes d'intégration, d'endogénéisation de la critique, comme on dit parfois. Donc on est dans un contexte un petit peu particulier par rapport à ça. Alors avec Annabelle, ce qu'on propose, c'est un travail sur une fondation sur laquelle on travaille depuis 2013. Fondation atypique pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est lié au don anonyme d'une personne qui a reçu un héritage et qui a décidé de consacrer l'intégralité de cet héritage par deux fois. Elle a reçu deux héritages, elle a créé deux fondations, à chaque fois de plus d'une dizaine de millions de dollars, en demandant que en fait, son nom ne soit pas connu. C'est une personne qui vit toujours de manière extrêmement simple, qui travaille comme préposé dans l'hôpital. Enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans une vie, je veux dire, auquel on pense d'habitude quand on pense aux fondations, aux grandes fondations. Et donc, on a travaillé de plusieurs manières avec Annabelle sur cette fondation, donc à la fois en travaillant sur la manière dont elle
fonctionne, par exemple comment elle prend des décisions sur comment allouer les financements, mais aussi on a travaillé sur comment la percevaient les associations qu'elle finançait, d'un point de vue externe. On a travaillé sur voilà, différentes enquêtes, donc avec des entretiens, à la fois avec des gens qui travaillent dans la fondation, des salariés, ou des gens qui sont bénévoles et qui siègent sur le conseil d'administration, sur le comité de sélection de projets, aussi d'autres fondations, parce qu'elle a fait un travail important d'essayant d'influencer d'autres fondations. Donc, on a un peu fait le tour de cette fondation, à la fois avec des points de vue, j'allais dire, internes et externes. Oui, on peut aller sur la suivante. Ce qui nous a intéressé, en fait, c'est dernièrement, on travaille depuis longtemps sur cette fondation, mais il y a eu un appel d'une revue américaine sur philanthropie et justice sociale. Et ça nous a amené à ressaisir différents matériaux qu'on avait pour questionner. Jusqu'ici, on n'abordait pas les travaux de cette fondation en termes de justice sociale. C'est récemment qu'on a repris ce questionnement-là. Et je vous disais tout à l'heure, il y a une forme d'endogénisation de la critique sur la justice sociale par les fondations. Et notamment en Amérique du Nord, les fondations, le milieu professionnel des fondations, et beaucoup de consultants aussi, produisent aussi un certain nombre de termes. Et par exemple, on parle de philanthropie de la confiance, on parle de philanthropie réparatrice, on parle de... Et pour les chercheurs, c'est un peu toujours compliqué de reprendre ces termes-là, parce que c'est aussi des enjeux entre les fondations elles-mêmes pour dire qui est vraiment la vraie, y compris philanthropie de justice, c'est un terme qu'on entend dans le milieu philanthropique. Donc nous, un petit peu pour mettre à distance ces qualificatifs internes au champ philanthropique, on a fait un détour par une grille d'analyse théorique de quelqu'un qui ne travaille pas du tout sur la philanthropie, qui est Nancy Fraser, qui est une philosophe, politiste importante aux États-Unis. Et nous, ce qui nous intéressait, je vais faire assez court sur son cadre théorique en lui-même, on pourra en discuter tout à l'heure si ça vous intéresse. Ce qui nous intéressait, c'était sa conception de la justice sociale à travers, pour le dire comme ça, ouais, la justice sociale, l'horizon, c'est le fait qu'il y ait une parité de participation. C'est-à-dire que dans la société, tout le monde puisse participer aux décisions qui concernent sa propre vie un petit peu et être moteur de cette action-là. Et en fait, les injustices sociales, ce sont un certain nombre de barrières qui font que, pour des raisons différentes, des individus, des groupes, se voient opposer des dénis un peu de participation. Alors, le premier, c'est d'abord le déni de redistribution, donc, qui est lié d'abord au fait qu'il y a des stratifications économiques, des inégalités économiques. Et puis évidemment, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux importants autour de ces questions-là, historiquement, autour de la question de la redistribution économique. Mais elle ajoute une deuxième dimension qui est la question de la reconnaissance, c'est-à-dire le fait qu'il y a des dénis de participation au nom du statut de groupe. Le fait que d'être une femme, d'être une population racisée, d'être dans certaines situations, dans certaines sociétés, le fait d'avoir un statut fait qu'on n'a pas accès, j'allais dire, de plein droit, de plein pied à la participation à une citoyenneté pleine et entière. Donc, ce qui est important de dire, c'est que c'est pas juste j'allais dire, un problème culturel, c'est-à-dire c'est pas juste une minoration culturelle, ça se traduit ensuite en conséquences économiques. Après d'avoir un statut inférieur, fait qu'ensuite on est moins payé quand on est une femme, etc., etc. Mais c'est au nom d'une question de statut, c'est ça la reconnaissance. Et le troisième déni, c'est au nom de déni de représentation, le fait que certaines populations, le problème d'accès, c'est pas une question de capital économique, c'est pas par rapport à leur statut, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme politique qui permet de faire entendre sa voix, de participer. Et donc, ces trois dimensions, redistribution, reconnaissance, représentation, elles nous paraissaient très intéressantes pour comprendre les dynamiques, trois dimensions de la justice sociale. J'ajouterais qu'un autre élément qui nous intéresse chez Nancy Fraser, c'est son identification de la distinction qu'elle fait entre les remèdes correctifs et les remèdes transformateurs.
Mais j'y reviendrai moins ici, c'est plutôt la question des 3 dimensions de la justice sociale qui nous a intéressés. Donc ensuite, pour nous, le but, c'était d'appliquer ce cadre théorique aux fondations, et en fait de prendre notamment le cas de la fondation sur laquelle on travaille depuis longtemps, et de se dire, c'est une fondation qui a 4 décennies d'existence, et de se dire, voilà, comment est-ce que cette fondation-là a articulé les 3 dimensions de la justice sociale, autant dans les dimensions internes qu'externes de l'action philanthropique, c'est-à-dire autant dans les groupes qu'elle finance, avec un montant d'argent donné, le type de cause, le type de groupe qu'elle privilégie, qu'à l'intérieur de son propre fonctionnement, comment est-ce qu'elle incarne ces dimensions-là de la justice sociale. Donc on a regardé autant, j'allais dire, les discours que les pratiques, les modalités d'organisation, donc autant voilà, comment elle distribue ses financements, comment elle place le capital, la gouvernance, comment sont prises les décisions, le rôle dans l'espace public, est-ce qu'elle fait juste distribuer l'argent ou est-ce qu'elle prend par elle-même comme fondation la parole, qui siège sur ces conseils d'administration, ces différents comités. Et ce qui nous a intéressé aussi, c'était les formes d'ancrage qu'elle a dans des mondes sociaux différents selon les périodes, et c'est ça dont je vais vous parler après. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse avec cette fondation, c'est que, pour le dire comme ça, quand elle naît, c'est des gens qui ne... Le monde des fondations, pour eux, ne veut rien dire. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout leur monde de référence. C'est un outil parmi d'autres, mais en plus, le monde des fondations n'est pas du tout professionnalisé à cette époque-là. Et je faisais une entrevue il y a quelques mois avec le premier directeur de la fondation et je lui demandais, est-ce que, pour inventer la fondation, comment vous avez fait pour inventer cette fondation et que vous avez parlé à d'autres directeurs de fondation, et il a réfléchi très très longuement. Il a fouillé tout au fond de sa mémoire pour me dire, oh, je ne vois vraiment pas. Il m'a dit, ah oui, un jour j'ai rencontré le directeur de la fondation Centraide, mais c'était complètement par hasard. Enfin, vraiment, c'est une période où il n'y avait aucun point de référence. Et donc, ça nous a intéressé de comprendre comment est-ce que aussi c'était des points d'appui dans des mondes sociaux différents pour créer cette fondation. On va prendre la diapo suivante. Alors, on s'est amusé, enfin, au sens des plaisirs universitaires, hein, avec Annabelle, à dire si on applique cette question des 3 dimensions de la justice sociale, si on le projette sur le travail philanthropique, quelles sont les fondations, les questions en fait qui se posent pour une fondation si elle applique ces principes-là, de l'objectif de la justice sociale à travers les 3 dimensions. Alors, désolé, c'est en anglais parce qu'on l'a fait pour un papier en anglais qui est en train d'être évalué là, mais à l'intérieur des cercles, c'est les questions qui se posent dans la fondation. Donc, par exemple, si on est sur un objectif d'abord de redistribution économique des ressources à l'intérieur de la fondation, c'est par exemple comment le pouvoir du donateur, de celui qui a le capital, peut être neutralisé en termes de prise de décision. C'est aussi les conditions de vie des gens qui prennent les décisions. En gros, est-ce que c'est un reproche souvent fait aux fondations, l'espèce de le fait qu'ils ont des salaires beaucoup plus élevés que le reste du monde associatif, ou que des fois, c'est y compris des mondes qui ont une distance sociale par leurs conditions de vie très importantes, des milieux pourtant avec lesquels ils travaillent. Dans le placement du capital de la fondation. Comment on fait pour ne pas reproduire des inégalités économiques en plaçant les millions du capital sur les marchés financiers. Bon. Donc on s'est amusé comme ça à se poser ces questions-là, donc à l'intérieur de la fondation. Et puis en dehors des cercles, c'est des questions qui se posent à l'extérieur. Donc par exemple, si on est sur la question de la reconnaissance, c'est évidemment à l'interne. Comment est-ce qu'on met en place des mécanismes d'allocation des fonds qui évitent les biais de discrimination que nous avons tous et qui sont incorporés? Comment on fait pour, par exemple, dans les gens qui sont sur le CA, dans le comité de sélection, pour ne pas que ce soit toujours les mêmes personnes, que ce soit des milieux, par exemple, très blancs, très bon. Mais à l'extérieur, c'est aussi quel type de groupe on choisit. Et est-ce qu'on choisit par type de groupe discriminé ou est-ce qu'on a plutôt des critères transversaux? Bon, voilà. Ce modèle-là, en fait, pour nous, il était intéressant à modéliser un petit peu parce que c'est des questions qui peuvent se poser pour n'importe quelle fondation si elle pense, en fait, ces 3 dynamiques-là, internes et externes.
Donc, pour l'illustrer, je peux vous parler donc de cette fondation sur laquelle nous avons travaillé. Puis, je pourrais revenir dans la discussion autant sur le modèle que sur l'histoire même de la fondation, mais c'est plutôt pour vous montrer comment ça s'incarne, en fait, que de vous faire pour moi, pas faire une monographie en 10 minutes de l'histoire de la fondation. Mais c'est une fondation qui naît au début des années 90, où c'est une personne qui décide de faire un don, et c'est une personne c'est vraiment un cadre religieux qui est important. C'est une personne qui a une foi très importante, mais aussi qui est entourée de prêtres qui sont très engagés dans un courant catholique, catho de gauche, en fait, y compris des prêtres ouvriers. Sont proches de milieux prêtres ouvriers. Donc à Montréal, il y avait des prêtres ouvriers, y compris établis en usine, et un milieu catholique de gauche aussi qui est très nourri au Québec par, bon, à la fois post-Vatican II, mais par la théologie de la libération. Il y a beaucoup de liens au Québec avec la théologie de la libération. Il y a des milliers de prêtres québécois qui sont en Amérique du Sud. Et en fait, ces prêtres-là aussi, ça va nourrir ensuite l'action communautaire au Québec énormément. Quand ils vont revenir, ça va être une courroie de transmission. Donc la théologie de la libération, c'est pas seulement, bon, c'est à la fois évidemment un alignement entre la pensée chrétienne et une pensée de justice sociale, de marxisme, mais c'est aussi une méthode. C'est une méthode d'être, par exemple, de s'établir auprès des populations les plus pauvres, de lâcher la liturgie, d'habiter avec eux, de parler, de vivre, c'est eux qui ont le savoir. Donc c'est une méthodologie du par et pour qui ensuite va beaucoup nourrir l'action communautaire au Québec. Et en gros, ce cadre religieux et spirituel, quand je vous disais que comment s'invente une fondation, pour eux, ça va être un petit peu la méthodologie. En fait, ils vont transposer cette méthodologie du par et pour dans leur action philanthropique. Donc pour eux, ils le disent comme ça. Alors la donatrice elle-même, quand elle fait son don, elle dit c'est pas un geste de charité, c'est simplement un acte de justice sociale. C'est un peu la direction qu'elle donne. Donc cette donatrice, elle va rester 10 ans auprès de la fondation, après elle va se désengager. Et donc ce cadre religieux, c'est d'abord la fondation, elle est logée dans un couvent au début. Sur le CR, on trouve des gens, des laïcs, mais aussi des prêtres, des gens qui sont passés par la jeunesse ouvrière chrétienne, par la jeunesse étudiante chrétienne, donc très théologie de la libération. Et donc cette fondation, ce qui est intéressant aussi, c'est que la justice sociale, pour eux, c'est vraiment une question d'injustice économique. Ils le disent très directement. Donc la première présidente de la fondation, avec qui je fais une entrevue, qui elle-même était une théologienne féministe, travailleuse sociale, qui travaillait auprès des femmes dans des milieux très précaires au Québec, me dit l'approche de la fondation à cette époque-là, c'était la redistribution économique pour les plus pauvres, la transformation des rapports de pouvoir et le partage des outils qui permettent de mieux vivre. Par exemple, la formation, l'éducation populaire. Donc on voit bien aussi le côté éducation populaire, Paulo Freire, tout cet univers à la fois de pensée, mais de pratique aussi, qui structure le fonctionnement de la fondation. À cette époque-là, il y a un seul salarié qui est le directeur, qui lui-même est un ancien prêtre, qui a été prêtre pendant 20 ans, qui a quitté la prêtrise, qui était dans le milieu plutôt jeunesse étudiante chrétienne. Et la fondation, dans ces années-là, dans cette première décennie, elle va financer un certain nombre de mouvements très importants au Québec, notamment la Marche du Pain et des Roses, qui est une très grande mobilisation, à la fois, d'abord féministe, organisée par la Fédération des femmes du Québec pour dénoncer la pauvreté et les violences faites aux femmes. Vous dire aussi, dans ces années-là, dès le début, il y a une réflexion sur le placement du capital. La donatrice qui disait pas de pétrole, pas d'armes, ça reste au Canada. Ce qui paraît assez simple, en fait, c'est assez compliqué de faire ça. La deuxième période, c'est une vingtaine d'années qui. Je peux vous mettre j'ai un tableau récapitulatif. Voilà, vous voyez les trois périodes. Je vais vous les détailler un petit peu plus dans la diapo suivante. Ouais. Donc, la période suivante, c'est une vingtaine d'années où l'ancrage principal est moins dans le monde religieux que dans le monde communautaire. Communautaire, au Québec, c'est le monde associatif, même si c'est un sens un petit peu différent. Donc, par exemple, le nouveau directeur qui prend la direction pour 20 ans est lui-même un organisateur communautaire.
Il va y avoir d'autres employés dans les années à venir qui viennent du milieu communautaire, qui viennent du mouvement sociaux, du mouvement des femmes, de l'éducation populaire. Donc, c'est des gens qui sont des laïcs, qui viennent plutôt de ce mouvement d'action communautaire. La fondation elle-même déménage et prend place dans un bâtiment où il y a d'autres organismes communautaires. Tous les prêtres, doucement partent, aussi pour des raisons, j'allais dire, de vieillissement démographique. Euh, la fondation, doucement, prend de la distance par rapport à l'Église catholique. Très rapidement, dès le début, ça a été un gros enjeu. Là. Quand je dis un ancrage religieux, en même temps, ils ont tout de suite été en distance à l'Église catholique. Un des premiers groupes que la fondation a financé était une association de prêtres homosexuels. Ah. Dans la période 91-2000. Vous voyez bien, alors qu'ils sont dans un plus grand. Donc, vous voyez bien. Bon, dans la période 2001-2021, ils poursuivent, j'allais dire, cette un peu mise à distance, même s'ils ont toujours un financement qui est d'abord du côté social, un financement qui est du côté spirituel. Dans leur programme, ils sont ces deux bras de l'action. Et cet ancrage voilà, est communautaire à plusieurs niveaux, mais aussi dans la conception que fait elle-même la fondation de son propre rôle. C'est-à-dire qu'ils se voient comme aux côtés des groupes communautaires. Ils ne sont pas un groupe communautaire, mais ils sont aux côtés des groupes communautaires. Donc, dans l'approche, ça veut dire, par exemple, d'être dans une forme d'accompagnement. Donc, il y a des groupes qu'on finance, mais il y a des groupes, des fois, qu'on ne finance plus et qu'on continue à accompagner. L'accompagnement, ça peut être les aider, ça peut être passer des coups de fil pour qu'ils trouvent d'autres financements, ça peut être différentes choses, mais ils conçoivent beaucoup d'accompagnement comme une tâche, entre autres, dont le financement n'est qu'une modalité parmi d'autres. Ils conçoivent aussi que la Fondation prend la parole maintenant dans l'espace public. La Fondation parle d'elle-même, alors qu'auparavant, pas du tout. Elle prend la parole notamment pour soutenir les milieux communautaires. Donc, auprès de l'État, ils font des représentations pour qu'il y ait un meilleur financement public du monde communautaire. Et ils vont lancer, à partir des années 2010 aussi, un questionnement aux côtés d'autres fondations, mais ils vont vraiment être très moteurs là-dedans, sur les risques de privatisation aussi des politiques sociales et des prises de décision en lien avec l'importance croissante des fondations. Donc, ils vont animer une réflexion assez critique sur le rôle de la philanthropie et des fondations dans le paysage de l'action collective au Québec, dans les risques de désinvestissement de l'État, et ils vont contribuer à mettre sur pied un collectif des fondations contre les inégalités au Québec, qui va être assez offensif dans le fait de demander à l'État, en gros, de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas la philanthropie d'assumer les missions de l'État. Ils vont faire certaines actions de représentation, la conception en de la fondation, comme on le met dans ce petit tableau, là, c'est se tenir aux côtés des acteurs communautaires et se soutenir financièrement pour leur donner une force et une voix plus importante. Le but étant de changer les politiques publiques. C'est ça le but dans cette période-là, un petit peu ultime. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, quelque part, dans la période 1, c'était changer le monde, mais aussi changer un peu l'Église, parce que c'était aussi des chrétiens qui étaient un peu en lutte pour faire, au sein de leur propre Église, pour faire valoir certaines pratiques religieuses. Dans la période 2, c'est aussi changer un peu le monde philanthropique, faire réfléchir les fondations à leurs pratiques. Et donc, ils ont beaucoup travaillé là-dessus dans les dernières années. Et puis, dans la troisième période, donc dans la première, vous voyez, par rapport à mon cadre de Fraser, la dominante, c'est vraiment la redistribution économique. Hein. Dans la deuxième, c'est vraiment l'action de la représentation politique. Et il se voit la Fondation comme pouvant aider à faire entendre la voix des groupes. Dans les groupes qu'ils financent, par exemple, ils vont financer des groupes eux-mêmes qui sont dans un travail de représentation, qui représentent des milieux. Ça ne va jamais être des gens tout seuls dans un coin. La première question un peu qu'ils leur posent, c'est en gros, de quoi vous êtes représentatif dans votre milieu et le fait qu'ils aient un ancrage, que les gens qui postulent pour un financement aient un ancrage fort dans leur milieu est quelque chose d'hyper important. Donc la représentation est vraiment cette période-là la dimension la plus importante. Dans la troisième période, qui s'est ouverte il y a 3 ans, c'est vraiment un basculement de fonctionnement. Alors, je sais que, en fait, je pensais qu'on disait beaucoup EDI en France, équité, diversité, inclusion. J'ai découvert que très très peu. EDI, c'est un acronyme en Amérique du Nord qui est très utilisé dans les dernières années.
alors pour les chercheurs dans la salle, vous pouvez penser au livre de Laure Bérémy, par exemple, qu'elle a fait sur équité, diversité, inclusion comme cause dans les entreprises. Tous ces enjeux, voilà, on parle de lutte contre les discriminations, d'équité, de diversité, par exemple sur les CA. C'est des enjeux qui sont posés autant dans les grandes entreprises, dans les administrations, mais le monde philanthropique aussi a beaucoup pris à bras-le-corps dans les dernières années ces enjeux-là, notamment suite à Black Lives Matter aux États-Unis, notamment, ça a été très important. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces dernières années, la Fondation, on va dire, a pris une orientation plus importante sur les questions de reconnaissance. Donc, comment ça s'exprime? D'abord, la Fondation, dans ce qu'elle met de l'avant, c'est beaucoup le fait qu'on est dans une société où il y a des systèmes d'oppression, donc racisme, patriarcat, colonialisme, validisme. Et le but de l'action de la Fondation est d'aider les groupes discriminés à obtenir des moyens de s'émanciper, mais elle-même, la Fondation doit lutter contre ses propres biais. Et donc, par exemple, elle va, dans sa dernière mouture, la Fondation va relire le passé en disant c'était quand même un CA qui était très blanc, qui était quand même québécois, c'était quand même un certain milieu catholique de gauche, et par exemple, elle va beaucoup se transformer. Ça va être un CA avec beaucoup plus de personnes racisées, mais dans les groupes financés aussi, par exemple, elle va mettre en place des critères d'inclusion et d'exclusion. Les critères d'inclusion, le fait que plus de 50% des groupes qu'elle finance doivent être des groupes portés et dont la cause est la défense, le soutien de groupes discriminés. Donc il y a à la fois des critères d'inclusion, mais aussi des critères d'exclusion. C'est-à-dire, on refuse de financer des groupes qui ont des pratiques ou des propos discriminatoires d'une manière ou d'une autre. Donc ces enjeux-là de critères d'inclusion, d'exclusion, on voit bien qu'on est sur ces enjeux de système d'oppression, de ne pas reproduire des biais. Et ce qui est très intéressant dans le travail de la Fondation aussi, dans son changement, c'est que elle va beaucoup mettre l'accent sur, en gros, une forme d'outils managériaux qui permettent d'incarner cette éthique-là et de la mettre en avant dans le travail philanthropique. Donc, par exemple, dans les périodes précédentes, pour le choix des groupes qui finançaient, c'était la visite était centrale. Dans la première période, c'était les membres du CA eux-mêmes qui faisaient la visite. C'était des fois des prêtres ou des laïcs, et c'était un peu chacun allait voir les groupes qui finançaient. Puis le premier directeur qui arrivait là au bout de quelques années, il a dit ça reproduit un peu la visite, il y a un côté un peu catho de faire la visite, d'aller voir ses pauvres. Donc non, ça va être une visite, c'est le directeur qui va le faire, il va y avoir des critères. Et dans la deuxième période, il va y avoir un côté un peu la tournée, c'est-à-dire que la Fondation soutient les groupes partout au Québec. Et donc, le directeur va prendre sa voiture et va aller rencontrer des groupes partout au Québec. Puis il passe une bonne journée à chaque fois avec chaque groupe. Puis c'est à la fois un peu vivre auprès d'eux et parmi eux. Puis comme il me disait, oui, j'avais beaucoup de questions, mais la question qui vraiment était importante, c'était, je leur disais, mais parlez avec votre cœur. C'est quoi votre rêve? Bon, il y avait un côté un petit peu les sentir, les saisir. Dans la troisième période, maintenant, il y a un chatbot. Donc, un chatbot, donc un outil conversationnel sur le site qui permet de recevoir toutes les propositions. Donc, ce qui paraît a priori très froid, très managérial, mais les arguments pour ça, c'est de dire oui, mais ça permet d'avoir les propositions dans la langue choisie par la personne qui dépose, y compris par exemple des langues autochtones. Y compris de ne pas s'en tenir à un dossier écrit, mais ça peut être une vidéo, ça peut être des formes beaucoup plus diverses. Donc, ça, c'est le côté inclusion. En fait. Et comme ça, ils vont travailler sur plusieurs politiques, autant dans la manière de placer le capital, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, enfin, à chaque fois, à l'aune de la lutte contre les biais et les différentes formes d'oppression. Et la personne qui dirige la fondation incarne bien, une bonne présidente aussi, c'est ces profils-là très, très différents de ce qui précédait. Donc la nouvelle directrice, c'est à la fois quelqu'un qui est une militante, antiraciste, féministe, qui a dirigé un organisme communautaire, mais qui est aussi fellow d'Ashoka, qui a siégé sur des comités consultatifs dans d'autres fondations, qui connaît le monde des fondations, qui discute avec d'autres fondations à l'échelle canadienne. Et la nouvelle présidente, par exemple, est quelqu'un qui vient du monde
de la finance responsable, qui a travaillé pour des fonds d'investissement, qui est financé, qui est diplômé d'Oxford. Enfin, c'est complètement un autre monde, quelque part, que ce que je vous ai raconté 25 ans par là. Bon, je vais terminer sur cette histoire-là, le but est surtout d'illustrer. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que là, à la CERF, je vous dessine un peu dans l'imbrication des dimensions de la justice sociale. Je crois qu'il y a une dominante, mais les deux autres principes sont toujours là. C'est-à-dire qu'à chaque période, il y a redistribution, reconnaissance, représentation. Mais il y a une dominante qui colore aussi les deux autres dimensions à chaque fois. Le dernier point l'avant-dernier que je veux amener, c'est avec Annabelle, on s'intéresse à comment les conceptions de la philanthropie, de la justice évoluent d'une période à l'autre. Et donc, on a travaillé à la fois, il y a la question des dispositions et trajectoires personnelles. Je vous ai fait rapidement le fait que, effectivement, les dispositions et trajectoires de la direction ou de la présidence d'une période à l'autre, on le voit bien, changent complètement, y compris le profil des gens sur les CA ou des gens dans l'équipe. Et effectivement, ça paraît, a priori, l'explication la plus facile. Mais en creusant bien, on se rend compte que c'est assez insuffisant comme explication. Par exemple, je me suis rendu compte que dans la première période, il y avait des gens qui avaient une proximité importante à la cause autochtone. Or, la Fondation n'est pas du tout engagée sur les causes autochtones. Mais clairement, là, ce n'est pas la variable individuelle, est-ce qu'ils étaient sensibles ou pas, parce que, au contraire, y compris la donatrice elle-même, en fait, était très liée au milieu autochtone, passe du temps dans les réserves régulièrement, parle Mohawk, enfin, est vraiment quelqu'un d'implication extrêmement forte. Et pourtant, la Fondation travaille très peu avec les milieux autochtones. Et donc, en fait, ça invite aussi à questionner l'influence des évolutions des mouvements sociaux liés à la Fondation. C'est aussi l'espace des causes qui s'est beaucoup transformé au Québec, et la manière dont la justice sociale elle-même a été incarnée au Québec. Donc, dans les années 90, c'est clair que c'était la dimension très économique qui était portée par le mouvement du pain et des roses, là où aujourd'hui, les causes autochtones, les causes liées aussi au statut, aux discriminations sont extrêmement importantes. Donc, c'est aussi de comprendre que les fondations, elles sont encastrées dans dans des mouvements sociaux. On pense souvent à comment les fondations, j'allais dire, influencent les mouvements sociaux, mais évidemment, le cadrage des enjeux par les mouvements sociaux, sur tout type de fondation, en fait, est très important et influence aussi la fondation. Et enfin, on s'est intéressé à l'institutionnalisation du secteur philanthropique, à la transformation de ses formes et causes légitimes. Comme je vous disais, quand elle naît, la fondation, elle ne se pense pas du tout elle-même comme une fondation. Et à cette époque-là, les fondations travaillent chacune dans leur silo. Il y a très peu de réseautage. C'est des mondes les unes et les autres. C'est un peu aussi une conception de chacun. C'est mon argent, c'est ma cause, elles sont chacune dans leur monde. Là où aujourd'hui, on a des instances au Canada très importantes de réseautage, et par exemple, qui fait des formations, des webinaires, des formations sur comment se positionner par rapport aux enjeux autochtones, comment décoloniser ces pratiques, la question de la diversité sur les CA. Donc le milieu communautaire à la fois est plus réseauté, mais beaucoup plus prescripteur de pratiques. Et là où il y a 20 ans, en fait, c'était très risqué pour une fondation d'appuyer les causes autochtones, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que c'est des groupes souvent qui ne sont pas incorporés sous une forme associative. Et donc, pour une fondation, c'est compliqué de financer des groupes qui ne sont pas des associations formelles dans les cadres administratifs. Voilà. Donc, il y a 20 ans, c'était très improbable de financer des causes autochtones, là où aujourd'hui, ce serait très risqué pour une très grosse fondation qui est sur la justice sociale de ne pas parler des enjeux autochtones. Parce qu'il y a une commission de réconciliation et vérité au Canada qui a reconnu que c'était un génocide, parce que le milieu philanthropique s'est positionné comme ayant une responsabilité spécifique par rapport à ça. Donc, c'est ces trois dimensions-là, j'allais dire, qu'on a travaillé, et je pense qu'ils sont peu travaillés souvent quand on s'intéresse aux fondations. Donc, les enjeux individuels des gens qui font la fondation, qui sont, j'allais dire, pas tellement le donateur. Oui, le donateur, mais surtout les gens qui travaillent dans la fondation, qui sont sur les comités divers, son encastrement dans un espace des causes aussi, qui joue sur elle, et puis son rôle dans un espace philanthropique aussi, qui est prescripteur de pratique. Et je terminerai juste vraiment, parce que là je suis en retard. Alors on ne l'a pas
évoqué dans le papier que je t'avais envoyé. Je tutoie comme un Québécois, hein, mais euh, et pourtant, tu n'as pas du tout d'accord avec ce que j'ai raconté. Ça, le tutoiement n'implique en rien. Ce qui est particulier dans la configuration aussi actuelle, c'est évidemment pour nous, pour vous aussi, hein, ce qui se passe aux États-Unis, aussi en France, en termes de mise sous tension euh, du milieu philanthropique par la polarisation politique, par un certain nombre d'attaques aussi d'administration, de l'administration Trump contre les fondations, qui désignent des fondations comme des ennemis directement, qui désignent des mots euh, comme, euh, comme des stigmates. Et ce qui est intéressant, c'est il y a parfois une critique sur le fait que, par exemple, équité, diversité, inclusion, ça n'est que des mots. Est-ce que c'est pas une forme de greenwashing ou en tout cas très superficielle? Néanmoins, par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, ce sont des mots qui coûtent cher. Et beaucoup de fondations, du jour au lendemain, dans les premiers mois de l'administration Trump, ont entièrement revu leur site internet de leur politique pour extraire tous ces mots-là. La fondation Zuckerberg, du jour au lendemain, qui était impliquée beaucoup sur les enjeux équité, diversité, inclusion, a cessé tous ses programmes, a enlevé toutes ces pages-là. Donc, même si ça n'est que des mots, dans certaines configurations, ce sont des mots qui peuvent coûter cher. Et en ce moment, évidemment, pour les fondations qui sont dans le soutien à des mouvements sociaux, il y a évidemment des dangers très importants, des dangers de violence, des dangers de mort, c'est-à-dire de se faire retirer la reconnaissance par l'État, qui est un peu l'outil qui fait qu'on perd le privilège fiscal. Par exemple, de dire vous ne faites pas de la bienfaisance, vous faites de la politique, vous n'êtes pas pour l'intérêt général, vous êtes anti-américain, ou vous êtes contre la République, ou bref. Et la conséquence, c'est le retrait du soutien fiscal qui fait s'effondrer la fondation ou les groupes. Et donc aujourd'hui, effectivement, ces fondations-là sont dans un état de tension particulier, puis quand ils mis sous tension, c'est aussi du champ philanthropique lui-même. Parce qu'aux États-Unis, des fondations ont été motrices dans l'avènement de l'administration Trump. Alors, le projet 2025 dont on a beaucoup parlé, c'est la fondation Heritage qui l'a mis sur pied. Et de l'autre côté, vous avez des mouvements qui sont dans le viseur ou qui sont dans une situation très compliquée. C'est aussi le champ philanthropique lui-même qui, à certains moments, est capable de se penser comme un champ assez unifié, où chacun a ses thématiques, il y a des orientations différentes. Mais là, en ce moment, il y a l'effet de c'est un champ, mais avec des camps. Donc, j'arrête ici. Merci. Agnès, on te laisse la parole. Ok. Et ben, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je vais essayer de réagir et voilà, de donner aussi le point de vue de notre côté de la Fondation Daniel Mitterrand sur ces éléments. Et avant de commencer, je vais juste préciser d'où je parle. Alors, je ne suis pas depuis très longtemps à la Fondation, ça fait seulement 3 ans, au poste de co-direction. Qui était d'ailleurs un nouveau poste. Avant, il y avait une direction, et puis, enfin, direction générale, et maintenant, on n'est que 2 co-directeurs. Et puis, voilà, juste pour donner quelques éléments, j'ai aussi un parcours en sciences sociales, en sociologie, et après, j'ai travaillé dans le secteur des ONG et des coopératives. Voilà, avec pas mal d'implications personnelles par ailleurs, bénévoles dans les centres sociaux en particulier, donc très éducation populaire. Ça, c'est juste pour parce que ça pourra nous servir pour la suite. Et puis, évidemment, je voulais préciser d'où je parle en tant que porte-parole un peu de la Fondation Daniel Mitterrand ici. Alors, nous, on n'a pas été créé par quelqu'un d'anonyme, pour le coup. Voilà. Mais la fondation, elle a été créée en 86, donc voilà, pareil, il y a 40 ans, et de façon un peu particulière dans le monde philanthropique, entre guillemets, c'est-à-dire que ça n'a pas été créé à partir d'une fortune personnelle. Ça a été créé avec une souscription publique. Donc voilà, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du crowdfunding. Et aussi un don du président
de l'époque, donc le mari de la fondatrice, donc de Danielle Mitterrand. Un appui de l'Élysée. Et finalement, quand Danielle Mitterrand crée cette fondation, elle l'a créée sur la base de 3 associations. Donc ça donne aussi une sorte d'ADN de qui on est, c'est-à-dire qu'on est vraiment plutôt à l'interface entre le monde des fondations et le monde des associations. Et son idée, c'est je vais finalement, enfin, je caricature, je vais utiliser cette position particulière qui est celle, enfin, ce statut particulier de première dame pour pouvoir soutenir des initiatives en France et ailleurs, mais aussi donner la parole à des personnes qui ne peuvent pas la prendre directement. Donc, voilà, j'essaye de redire ça avec mes mots, mais ça dit bien tout de suite ces 2 jambes, on va dire, ces deux piliers que sont redistribution, si je reprends le cadre que vous avez posé, que tu as posé, redistribution et représentation. Voilà, ça c'est très clair. C'est-à-dire que là, en essayant de relire un petit peu l'histoire, moi, il y a vraiment les 2 qui sont aboutis dès le départ pour la fondation Danielle Mitterrand. Et d'ailleurs, à l'époque, la fondation ne s'appelle pas Fondation, dans le journal officiel, c'est France Liberté, Fondation Danielle Mitterrand. Et très longtemps, on a été connu que sous le nom de France Liberté, avec plus une approche et une identité très ONG, en fait. Et puis, évidemment, une porte-parole et une fondatrice très présente, puisqu'elle était donc présidente et voilà, tous les jours au bureau, enfin, pour le coup, c'était une présidente directrice, voilà, qui avait sa fondation reconnue d'utilité publique. Donc en 86, il n'y en avait pas tant que ça. Voilà, avec un budget qui a varié, mais qui a plutôt augmenté au fil des années pour ensuite redescendre après son décès. Des bureaux au Trocadéro, à l'époque. Puis rue de Milan, enfin, voilà, dans le 9e, donc plutôt des bureaux assez visibles et dans des beaux quartiers de Paris. Bon, aujourd'hui, nous sommes à Barbès, donc c'est pas la même chose. Voilà, c'est donner aussi des éléments d'identité de la fondation. Alors, aujourd'hui, donc encore une fois, pour dire d'où je parle, aujourd'hui, la fondation, c'est une petite fondation qui a repris en premier nom Fondation Danielle Mitterrand, même si notre appellation exacte, c'est toujours France Liberté Fondation Danielle Mitterrand, mais on met davantage en avant le mot fondation. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on a un budget qui est de l'ordre de 700 000 € par an. Et là-dedans, on redistribue 100 à 130 000 €. Donc, vraiment, dans le secteur philanthropique, on est assez atypique. Et en plus, ce capital qu'on a, encore une fois, n'est pas un capital hérité, un capital économique hérité, on va dire, mais plutôt voilà, des subventions publiques, mais aussi des dons privés. Voilà, pour continuer sur cette logique un peu hybride. Voilà. On a une équipe de 8 personnes à temps partiel, donc ça fait 5 ETP. Et on travaille en France en soutien donc, financier à des associations, des collectifs, en appui aussi par de la mise en réseau avec d'autres fondations, avec d'autres associations, avec le monde politique, puisqu'on est à l'interface entre ces trois mondes, j'allais dire. Et aussi, on fait un travail de mise en lumière, encore une fois, pour donner la parole à celles et ceux qui peut-être l'ont moins, ou en tout cas à ceux qu'on pense intéressants à valoriser. Voilà. Donc, c'est nos 3 façons d'intervenir. Donc, je disais en France, mais aussi avec des collectifs et des associations d'Amérique latine et du Moyen-Orient, donc Kurdistan, de Syrie, d'Irak et de Turquie, et un peu au Liban. Voilà. Après, donc voilà, je vous disais, nous, Fondation Danielle Mitterrand, on a une place un petit peu à part, comme je vous disais, parce que finalement, notre capital, il est aussi symbolique et politique, moins qu'économique. Voilà. On a un nom,
qui n'est pas toujours facile à porter, parce qu'on évolue aussi avec des sphères militantes chez qui le nom Mitterrand voilà, n'est pas si évident que ça à accepter, surtout sur les questions autochtones ou décoloniales. Voilà. On garde un côté un peu opérateur, comme je disais, donc on n'est pas que dans la redistribution, et puis atypique au sens où il y a une volonté de la Fondation depuis très longtemps de se dire avant-gardiste et militante. Notre culture interne dénote un peu par rapport au monde de la philanthropie et des fondations. On peut se revendiquer d'un côté radical, donc c'est vraiment le terme d'ailleurs qui est utilisé dans notre positionnement et notre manifeste qui sous-tend encore les actions de la Fondation aujourd'hui, donc un manifeste écrit en 2020 et qui plaide pour le radicalisme utopique, donc une vision radicale au sens de racine, quoi, de reprendre les choses à la racine et de reconstruire autrement le monde, faire exister d'autres mondes au pluriel et lutter contre les oppressions. Je rejoins aussi. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le terme de justice sociale, du coup, j'ai fait une petite recherche. On le retrouve tout le long de l'histoire de la Fondation, voilà, exprimé comme tel, quoi, sur une fondation qui se revendique de la justice sociale. Bien, en 2020, 2021, quand on a écrit les positionnements des programmes de la Fondation, on dit la démocratie réelle est basée sur la justice sociale. Elle ne peut exister qu'à partir de dynamiques d'émancipation sociale des franges les plus dominées, minorisées, précarisées. Donc c'est une revendication d'être une fondation basée sur la justice sociale. Et pour autant, ce que je voulais aussi préciser, c'est que c'est pas forcément une expression qu'on utilise toujours au quotidien. Et ces dernières années, la Fondation a aussi beaucoup travaillé sur cette approche de la transition juste. Je crois que dans les auditeurs auditrices aujourd'hui, il y a des personnes qui pourront en parler beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, c'est un terme qui est beaucoup aussi utilisé par nos collègues et partenaires d'autres fondations qui se disent progressistes en France et ailleurs d'ailleurs. Donc voilà, la transition juste. Donc, ce que je voulais proposer là, c'est d'essayer de voir comment cette analyse que vous avez menée, elle peut s'appliquer à notre fondation sur voilà, ce schéma redistribution, représentation, reconnaissance, et ce que ça crée comme friction et comme tension. Et en particulier, quand on passe de l'externe à l'interne, donc je ferai une deuxième partie un peu là-dessus. Voilà, puis je pense que ça ouvrira pas mal aux discussions. Du coup, sur redistribution, représentation, reconnaissance, donc comme je disais, au fil de notre histoire, et pour le coup, je la maîtrise un peu moins, enfin voilà, je n'ai pas fait un travail d'analyse comme vous avez pu le faire, mais ce qui apparaît en fait, c'est que pour la Fondation, l'entrée initiale a été autour de la redistribution, c'est-à-dire en gros avec le statut, comme je disais, de première dame. Donc France Liberté pouvait avoir accès à certains financements et était visible pour soutenir des associations ou des collectifs qui en avaient besoin. Donc ça a beaucoup fonctionné par appel à projet, mais aussi sollicitation directe. Qui s'adressait à la première dame en disant voilà, est-ce que vous pourriez nous aider pour des financements. Et très rapidement, en fait, la question de la représentation, donc donner la parole à des peuples opprimés en particulier ou à des minorités est arrivée. C'est-à-dire que Daniel Mitterrand a beaucoup utilisé, encore une fois, les visites officielles de son mari à l'étranger pour prendre contact avec des oppositions, des opposants politiques ou des minorités opprimées et
aller dire au Quai d'Orsay ou à son mari directement, bon, là, il faudrait peut-être faire quelque chose. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec le peuple kurde, pour qui elle s'est beaucoup engagée, donc notamment après les massacres d'Al-Halabja menés par Saddam Hussein en Irak. Danielle Mitterrand a fortement contribué à faire connaître cette situation. Elle a été alertée en fait par des victimes ou des membres de famille de victimes et elle a fait connaître ces massacres. Elle a essayé de pousser en fait des diplomates français mais aussi étrangers pour soutenir et voilà, s'opposer à ce qui s'était passé et soutenir la minorité kurde dans sa reconnaissance progressive. Voilà. Donc là, on est vraiment typiquement, je pense, dans le cas de travailler sur la représentation des minorités, des personnes voilà, opprimées qui n'auraient pas voix au chapitre. Et d'ailleurs, assez rapidement, la Fondation s'est dotée d'un statut ECOSOC à l'ONU, donc au Conseil des droits de l'homme, visant à permettre à ces représentants de minorités de s'exprimer dans cette tribune, à cette tribune-là. C'est-à-dire que la Fondation a assez rarement pris la parole elle-même, mais a donné la parole ou la tribune à d'autres. Et c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui, c'est-à-dire une minorité autochtone du Bangladesh qui, le mois dernier, a pris la parole à la session du Conseil des droits de l'homme à Genève, mais avec le nom Fondation Danielle Mitterrand. C'est ce qu'on essaye de continuer à faire, en tout cas, mais bon, c'est pas l'entrée principale. Mais voilà, cette fonction de lutter contre les dénis de représentation par le fait de donner la parole a beaucoup été mise en avant, utilisée, etc., dans les actions de la Fondation, et en particulier dans les années 2000. 2000-2010, avec beaucoup de travail d'accompagnement, notamment de peuples autochtones, pour être davantage visible et davantage notamment entendu à l'ONU et pas que. Voilà. Donc finalement, la partie redistribution, je trouve, a été peu... c'est aussi lié à notre histoire, vu qu'on n'avait pas un capital économique énorme. Mais finalement, elle a été peu investie. Et la partie plus représentation, donc vision politique, a été davantage mise en avant. Voilà. Et tout ça avec une fondation qui finalement continuait à avoir en interne un fonctionnement assez proche des fondations classiques, c'est-à-dire plutôt avec une image institutionnelle, avec un CA, constitué, un conseil d'administration constitué de personnalités. Je regardais encore hier la composition du conseil d'administration dans les années 90. Bon, ben voilà, c'était plutôt des personnalités, des grands noms, alors politiques, culturels également, mais il n'y avait pas de volonté de représenter au CA les minorités, enfin voilà, c'était pas si flagrant que ça, quoi. Même si c'était plutôt diversifié. Et finalement, je pense qu'il y a vraiment eu un basculement en 2020. À partir de 2015, donc, pardon, Danielle Mitterrand décède en 2011. Et puis, il y a évidemment toute une suite de poursuivre ces combats, etc., dans les années 2010. Et, si je veux dire schématiquement, ça s'est un peu effrité à la fin des années 2010 pour des raisons économiques, parce que finalement, comme elle n'est plus visible, elle n'est plus dans les médias, c'est plus difficile de récolter des dons. Et puis de continuer à porter son nom, en tout cas d'apporter voilà, sa reconnaissance. Voilà. Et le fonctionnement de la Fondation s'est un peu institutionnalisé en ONG, d'ailleurs. Voilà, c'était aussi lié à la personnalité de son directeur à l'époque. Donc voilà, une fondation très opératrice,
aussi redistributrice, mais très opératrice, qui met en place des projets en partenariat avec d'autres, à l'étranger aussi. Et finalement, ça s'effrite un peu à la fin des années 2010 parce que, question de financement et puis perte de souffle un peu pour les équipes. Et en 2020, à l'aune du Covid, à l'aune aussi de discussions internes, ce manifeste du radicalisme utopique est finalisé en fait en interne. Et il y a la volonté du nouveau directeur de vraiment travailler aussi, de s'appliquer en fait ce qu'on promeut à l'externe à l'interne. Donc, on passe plus, j'allais dire, à représentation et reconnaissance. Voilà. Donc, comment déjà, par la définition de nouveaux programmes, on travaille sur un programme alternatif démocratique et commun, où là, c'est ce que je disais, cette notion de démocratie réelle qui doit passer par une représentation de toutes et tous et la reconnaissance des diversités, donc, est mise en place, ce programme. On passe également à des recrutements assez différents. Donc, la Fondation va recruter des militantes et militants. Et en tant que chargé de programme, ce n'est plus des professionnels du secteur associatif ou des ONG, c'est des gens qui sont d'abord, on va dire, passés par les ZAD, par exemple, ou voilà, d'autres actions performatives, militantes, expérimentales aussi, et qui sont en capacité de porter un renouveau en interne. Autre aspect interne important, c'est voilà, les salaires sont revus à la baisse, ou en tout cas ne progressent pas. Les lignes de financement bougent un peu au sens où l'idée est moins de financer des associations, des ONG déjà reconnues, mais plutôt d'aller chercher les collectifs et les initiatives intéressantes, même si elles ne sont pas formalisées, et de se débrouiller pour pouvoir les financer. Et donc, c'est un peu un casse-tête parfois parce qu'il faut aller trouver pas des prête-noms, mais des porteurs, en fait, des associations qui acceptent de recevoir les fonds et de les reverser directement aux collectifs qui ne sont pas encore formalisés. Et ça, c'est un vrai souhait. Voilà. Et ça crée, pour le coup, des frictions en Internet, parce qu'il y a quand même un peu de formalisme à avoir, vu qu'on est souvent l'économie d'utilité publique, donc des comptes à rendre au ministère de l'Intérieur, notamment, qui est représenté au conseil d'administration. Donc voilà, il faut, dans ce travail de congruence interne avec nos principes, c'est pas toujours évident, ça crée aussi pas mal de discussions. Voilà un peu sur ce basculement, on va dire, vraiment redistribution à représentation et reconnaissance. Et en fait, je crois qu'effectivement, de notre côté, la partie reconnaissance et donc comment mieux intégrer la diversité, comment mieux comment dire, travailler en proximité avec des collectifs et des personnes qui portent des identités, on va dire, multiples, minoritaires, et parler d'approche décoloniale, etc. Ça, c'est un travail qui, pareil, a commencé plutôt en 2022-2023. Et ça crée pas mal de friction, donc je vais en venir maintenant à ça pour cette deuxième partie, et après ce sera bon, on pourra discuter. Alors, ce que je m'étais noté, c'est que en fait, il y a la question du fonctionnement plus congruent, donc comment on fait pour travailler sur l'interne, sachant que déjà, on promeut la démocratie, on promeut une démocratie réelle, et on est une fondation. Donc, on n'a pas de base associative. On travaille. La gouvernance est cooptée. Il n'y a pas d'élection. Voire même pas toujours de consultation de l'équipe sur qui est intégré au CA ou pas. Bon, en réalité, on le fait maintenant, mais je veux dire, on arrive
cette façon de faire, et voilà, il y a un petit peu de travail à mener pour être un peu plus démocratique déjà en interne. Et finalement, on se retrouve avec un CA qui n'est pas vraiment corrélé au type d'initiative et de valeurs qu'on peut porter en externe. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un CA qui est blanc, plutôt homogène socialement aussi. Et l'ouverture à des représentants soit de partenaires, soit de personnes ou de collectifs qu'on soutient pour leur diversité et la voix qui porte des premiers concernés, là, c'est moins évident. J'avais travaillé avec l'équipe pour proposer des noms de personnes, de collectifs, etc. Bon, une première pierre est posée, mais on n'est pas arrivé à nommer quelqu'un qui représente complètement une diversité et des partenaires, quoi. Voilà. Pareil pour la prise de décision sur les subventions qu'on verse. On a un comité de sélection en interne qui est composé de membres de l'équipe et de membres du conseil d'administration, mais ce n'est pas encore ouvert à des partenaires. Voilà. Les discussions sont en cours, mais il y a encore un petit peu de changement culturel à amener pour arriver à là. Moi, je suis plutôt sur une approche petit pas, donc, pour que ce soit accepté dans la durée. Deuxième chose, c'est comment on fonctionne de façon plus horizontale en interne, plus démocratique, donc au sein de l'équipe notamment, alors qu'on a une histoire et un héritage un peu de fonctionnement assez patriarcal, même si on a une fondatrice. Mais voilà, c'est les façons de travailler qui se sont, la culture générale qui se sont faites comme ça. Et il n'y a pas, l'horizontalité dans la prise de décision est très difficile à mettre en place. Finalement, donc, moi je vous parle depuis une co-direction. Donc, c'est déjà un partage de la direction, mais j'essaie d'incarner un mode de décision plus horizontale, plus partagée, mais finalement, il n'y a pas de gouvernance partagée encore instituée en interne. Voilà. Et donc, cet équilibre interne à trouver entre un fonctionnement horizontal en équipe et vertical avec la gouvernance, puisque le bureau reste le lieu de la décision officiellement, mais il y a une petite négociation en interne sur, bon, finalement, c'est quand même l'équipe qui pose des orientations, qui les propose, et le bureau et le CA qui vont valider. Bon, je pense que ça se retrouve dans pas mal d'organisations. On n'est vraiment pas les seuls, mais ça laisse un vide. Je me souviens d'une administratrice nouvellement nommée qui arrive et qui dit « mais je ne comprends pas où sont prises les décisions ». En réalité, il y a un flou là-dessus, mais qui est presque intentionnel. C'est-à-dire, bon, on ne peut pas dire que c'est l'équipe officiellement, que c'est l'équipe qui prend les décisions, mais c'est quand même une réalité, et le bureau, parfois, peut dire non, mais généralement suit. Voilà. Et notamment parce que l'équipe a cette légitimité, on va dire, militante. Mais on peine à dire, voilà, on est vraiment en gouvernance partagée de façon officielle. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, finalement, en interne, cet enjeu de la justice sociale, il nous traverse au sens où on a une équipe qui est plutôt jeune et militante, comme je disais, et un CA qui est plutôt plus âgé, aussi militant, mais parfois vu par la jeune équipe comme des boomers, entre guillemets, représentants d'une certaine époque, etc. Bon, évidemment, parce que on s'appelle, voilà, on a des gens qui sont liés à l'époque mitterrandienne et qui ont eu des fonctions d'élus, etc. Et donc qui représentent une certaine conception du pouvoir. Et des anciens qui pensent que ces jeunes militants, etc., les méprisent parce qu'ils seraient out, parce qu'ils ne comprendraient pas le monde, etc. Donc il y a cette
enfin, je parle de justice sociale là parce que c'est comment on concilie ça avec des personnes qui se voient mutuellement comme étant antinomiques justement avec leur propre conception de la justice sociale. J'essaie de le formuler comme ça. Voilà. Et puis, ce que je m'étais noté aussi, c'est que le passage à la partie plus reconnaissance, donc le triptyque de la justice sociale, il est un peu lié, enfin, il est bloqué du fait de cette différence de culture générationnelle. C'est-à-dire qu'on a des anciens, donc je parlais de la querelle des anciens et des modernes, parce qu'on a des anciens, on va dire, au sein du CA qui sont marqués par cet ethos républicain de il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de particularité, c'est l'universalisme. Voilà. Et puis en plus, voilà, on est lié à une famille. On parlait de décolonialisme, c'est quand même très compliqué, vraiment. Alors que les équipes sont elles, vraiment dans une approche de il faut être féministe, il faut être décolonial. Et voilà, là-dessus, le dialogue, même si on essaye de l'instaurer, de le mettre en place, etc., il est compliqué, vraiment. Donc c'est en cours, mais c'est pas toujours facile. Et donc, cette dimension de reconnaissance, elle n'est pas très adoptée, on va dire, par le CA actuel. Voilà. Et enfin, dernière chose, et après on pourra passer à la discussion. Dernière chose, c'est donc je reprends la conclusion sur laquelle tu arrivais, c'est dans le moment actuel, avec les urgences actuelles, la discussion, elle porte aussi sur est-ce que c'est vraiment prioritaire de se mettre au carré sur un fonctionnement interne irréprochable, ou en tout cas complètement congruent avec nos principes, alors que il y a tellement d'urgences en externe à traiter que l'interne n'est pas si prioritaire, surtout quand on est si petit. Voilà. Et qu'en plus, on peut être attaqué. On sait que dans d'autres pays, une façon d'attaquer les organisations, c'est d'aller mener des contrôles internes pour voir si voilà, c'est raccord sur le droit du travail, sur le cadre effectivement légal des fondations. Or, nous, on a des pratiques qui peuvent être critiquées, par exemple le recours au temps partiel et du coup la flexibilité du travail que ça implique peut être attaquée parce que on pourrait requalifier nos contrats en temps plein, vu que nos collègues qui sont très militants, ils ont du mal à garder des cadres de il y a tel jour on travaille et tel jour on ne travaille pas. En fait, pour s'adapter aux réalités militantes et aux urgences, on peut toujours être un peu flexible. Or, ça peut nous être... on peut être attaqué là-dessus. Or, requalifier tous nos emplois en temps plein, ce serait compliqué. Ça impliquerait des coûts très importants. C'est juste un exemple. Hein. Mais de même, sur la façon dont on finance, comme je disais, donc les conventions qu'on peut faire avec les collectifs, en passant par des associations qui reversent à des collectifs. Enfin, là, ça aussi, ça peut être pointé du doigt en disant non, en fait, il faut que vous soyez beaucoup plus carré, lisible, etc. Et donc, c'est aussi les discussions qu'on peut avoir en interne. Donc, aujourd'hui, c'est une vraie question de, OK, c'est super d'essayer d'être très cohérent sur l'interne et l'externe, mais peut-être qu'il faut d'abord se mettre au carré pour être inattaquable avant de vouloir avoir des pratiques extrêmement droites et cohérentes sur nos principes. Quoi. Et évidemment, je reprends ce que tu disais sur les attaques de Trump sur les fondations qui disent vous n'êtes pas dans de la bienfaisance, mais dans de l'action politique. Nous, typiquement, c'est un vrai sujet qu'on se pose avec d'autres fondations, hein, mais
est-ce que notre reconnaissance d'utilité publique peut-elle être retirée si on nous dit bah, vous êtes trop politique, vous êtes trop lié, enfin, pas lié à des partis, parce qu'on n'est pas lié à des partis, mais par exemple, quand on travaille sur le municipalisme, des listes citoyennes, par exemple, le soutien des associations qui mettent en place des listes citoyennes, est-ce que ça, c'est trop politique? Est-ce que ça peut être attaqué? Est-ce que c'est encore dans l'intérêt général? Voilà. Parce que c'est ce qu'on promeut comme représentation et pratique de la démocratie directe. Voilà, donc ça veut dire que là, en amont des élections municipales, et même en amont, bien en amont, on a soutenu des initiatives de promotion de ces démocraties, de ces listes citoyennes, démocratie directe. Voilà. Donc est-ce que ça peut être attaqué en disant que vous êtes hors de l'intérêt général? De même, quand on soutient, on accompagne les soulèvements de la terre qui sont criminalisés, est-ce que vraiment un gouvernement, on va dire, prochain d'extrême droite peut nous attaquer là-dessus en disant non, vous n'êtes plus dans l'intérêt général parce que ce sont des collectifs ou des associations criminalisées. Donc voilà, comment, là on est toujours sur une crête, une ligne de crête, on reste une fondation, on souhaite rester évidemment dans l'intérêt général et dans cette reconnaissance d'utilité publique, donc jusqu'où on va pour voilà, être dans la représentation interne des personnes avec qui on travaille et dans la reconnaissance des diversités et dans le soutien à des actions radicales qui promeuvent cette justice sociale dans ses différentes dimensions. Et du coup, pour terminer, moi, ce que je voulais dire, c'est que nous, Fondation d'Adem Temps, je dis souvent, on est un peu une vieille dame, 40 ans, c'est pas si vieux, mais dans notre fonctionnement, on a éduqué beaucoup de choses. Et donc, ça fait que mettre en place des changements, ça prend du temps. Il faut tenir compte de toutes les composantes de la fondation. Et donc, on a bien conscience de ces tensions et de ces contradictions, même parfois, entre notre façon de fonctionner et ce qu'on promeut en termes de justice sociale. Et ce qui nous aide, c'est de regarder ce que font d'autres. Donc, moi, je pensais à la fondation, à la Guerilla Foundation en Allemagne, qui a mené un travail interne très important pour, on va dire, mettre en place une gouvernance partagée avec des collectifs, des actrices, des acteurs qui travaillent, avec qui pensent qu'il faut davantage leur donner la parole et être représentés en interne. Donc là, ils ont des comités de sélection et d'orientation très robustes en termes de représentation et de reconnaissance. Donc ça, c'est intéressant à y voir. Et puis, je pense que d'autres peuvent en parler ici, mais je pense au Fonds pour la démocratie qui a été créé cette année, officiellement, qui s'est mis en place de façon extrêmement progressive et avec une vraie volonté d'avoir un accord entre ce que le fonds promeut en termes de démocratie et son fonctionnement interne. Et donc, un comité d'orientation qui est différent qui est distinct des donateurs, par exemple des gros donateurs, pour pas qu'il y ait une confusion entre pouvoir économique et pouvoir de décision. Et ça, c'est très intéressant à les regarder. Et là, pour le coup, très intéressant en termes de justice sociale, même si c'est très chronophage, puisque le fonds, il a mis 2 ans à être mis en place, mais ça donne des gages de robustesse aussi internes. Voilà. Et pour le coup, il y a d'autres fonds qui travaillent sur des questions politiques et ou démocratiques qui se mettent en place très vite, mais qui sont beaucoup moins raccords en termes de justice sociale, on va dire, qui reprennent en fait des anciens codes, je pense, de la philanthropie. Et du coup, plus sujet à discussion.
Donc, j'en termine là. C'est très partiel, forcément. Voilà, je n'ai pas fait un travail d'analyse et de recherche comme vous l'avez mené, mais c'est quelques éléments en réaction à ce que vous avez analysé. Et évidemment, très ouverte pour en discuter. Voilà. Ouais, merci. Merci beaucoup. Euh, alors, le temps disponible pour le débat est un peu restreint. On peut déborder un petit peu sur l'horaire conventionnel, mais néanmoins pas trop. Donc, on va ouvrir les questions à la salle et puis enfin, aux salles. Donc, à la salle physique qui est rue Pouchet et à la salle virtuelle qui est sur Zoom. Euh, et donc, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est que ceux et celles qui souhaitent poser des questions se manifestent. Comme ça, on compte un peu combien de questions sont là. On va les prendre toutes en salle et puis vous répondrez l'une et l'autre. Euh, voilà, on va essayer de frustrer le moins possible l'assistance. Donc, je ne sais pas qui voudra faire un commentaire, poser une question. Donc, dans la salle, on a Sabine, Audrey. Et en ligne, si vous voulez lever vos mains pour celles et ceux qu'on ne voit pas, mais qui voudraient poser une question ou faire un commentaire. Bon, bah, du coup, je vais même agrandir si j'arrive. Euh, Est-ce que j'y arrive? Non, pas. Je vais ça après. Donc, bah, du coup, Sabine Rosier, puis Audrey Mariette, si vous voulez poser vos questions, normalement, on vous entend bien. Et puis. Annabelle, elle a levé la main. Ah, et Annabelle aussi? Il me Non, je ne semble crois que- pas. Non, non. C'est pas sa main qu'elle a? Non, c'est la mienne. Ouais. Il y a un peu de main. Relance. Oui. Tout d'abord, merci beaucoup à vous deux pour ces présentations. J'ai trouvé passionnant de mettre en regard les trajectoires de vos deux vieilles et jeunes fondations à la fois. C'est vrai qu'elles ont le même âge. Alors, ce qui frappe pour un éditeur ou une éditrice française, c'est l'extrême avant-gardisme, pourrait-on dire, de la Fondation québécoise, qui est extrêmement réflexive sur les procédures utilisées pour pouvoir distribuer les biens et les fonds dont elle dispose. Moi, ça m'a beaucoup frappé, puisque dans une fondation qui pourtant a une mission assez similaire à la Fondation Daniel Mitterrand, on voit que ce type de préoccupation, comment allouer de la manière la plus juste possible les fonds dont nous disposons, se pose aussi. Et on a une fondation qui a le même âge et qui est pourtant tiraillée par des tensions, confrontée à des dilemmes extrêmement considérables, même si elle opère actuellement une mue lente mais sûre, avec l'équipe de jeunes militants qui est à sa tête, entre guillemets, en tout cas qui administre les fonds. Et voilà, enfin, je trouvais que la mise en regard des trajectoires des deux fondations était tout à fait intéressante. Alors, j'avais une question pour la Fondation québécoise, que représente Sylvain ici. Est-ce que la qualité des procédures qui sont respectées par les fondations garantit le caractère juste de l'allocation des fonds? Parce que ce que tu disais m'a fait penser au débat sur les bonnes manières de prendre la parole dans l'espace public, hein. On a une vision habermasienne, on va insister sur les procédures de prise de parole dans l'espace public qui sont censées permettre à chacun de pouvoir faire entendre sa voix. Et puis d'autres disent, c'est pas ça qui importe, c'est plutôt les ressources et les moyens dont disposent ceux qui prennent la parole pour pouvoir convaincre leur auditoire de la justesse de leur combat. Donc, est-ce que insister sur ces procédures, j'ai été très frappée par exemple par ce que tu disais sur les conditions de réponse aux appels d'offres, où c'est une IA désormais qui va permettre à des gens qui ne parlent pas forcément l'anglais ou le français de pouvoir répondre dans leur langue autochtone. Et donc cette procédure-là est une condition en fait de prise de parole de peuples qui sont généralement marginalisés. Donc, est-ce que la procédure garantit la justesse de l'allocation des fonds? Et ensuite, sur la Fondation Daniel Mitterrand, on parle beaucoup de pratiques préfiguratives des combats sociaux en ce moment.
Donc on évoquait les ZAD, les éco-hameaux, des gens qui essayent de mettre en pratique leurs utopies et leurs actions ici et maintenant. Est-ce que ce sont des pratiques qui intéressent la Fondation Daniel Mitterrand? Est-ce qu'elle est aux côtés de ce type de combat? Et est-ce que être aux côtés de ce type d'acteurs n'est pas trop risqué pour elle en raison du caractère ils vont juger un peu trop radical de leur action? Voilà, excusez-moi pour cette question un petit peu longue. Audrey, Ouais, ça va être très rapide. Merci beaucoup. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Effectivement, les deux interventions se répondaient très fortement. Et bonjour à Annabelle qui est au Québec, j'imagine. J'avais une question plutôt pour Sylvain, parce que tu as insisté beaucoup sur la question du contexte états-unien, du rôle des États-Unis, de ce qui se passe aux États-Unis. Mais du coup, je me demandais, est-ce que tu peux dire un peu du rôle du Canada pour cette fondation québécoise, en fait? Si vous voulez, du coup, alors on peut donner une dernière chance en ligne, savoir si quelqu'un veut ajouter une question à celle qui a été posée. Non. Et bien du coup, on vous laisse répondre l'une et l'autre dans l'ordre de votre choix. Est-ce que tu veux commencer? Puis comme ça, je fais les deux. Ok. En fait, c'est sur les pratiques récupératives, c'est ce qu'il dit dans le manifeste finalement. Et le mot d'ordre, on va dire, la phrase de la fondation, c'est donner vie aux utopies. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement d'identifier ce qui nous semble porteur en fait de pratiques qui préfigurent la suite. Finalement, on se place un peu dans une vision effondrée, entre guillemets, en disant on a besoin de réinventer radicalement les façons de faire. Donc, effectivement, en soutien à des ZAD, à des mais aussi enfin, des centres créés par des peuples autochtones pour comment dire, réaffirmer leur vision politique, etc. Et c'est sûr qu'en France, oui, ça crée, ça crée une tension un peu sur le côté radical. C'est-à-dire que là où c'est pas si risqué que ça, c'est que on voit que ce qu'on a pu soutenir de façon un peu risquée au début et l'accompagnement on a pu mettre en place a permis à des projets d'être soutenus par des plus grosses fondations derrière. Donc on a aussi cette mission de relais à d'autres. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple là-dessus? Par exemple, souvenir le projet au nord-est syrien, au Rojava, où là, il y a un projet politique très fort autour du confédéralisme démocratique, mais surtout d'une vision d'écologie populaire locale. Ça aurait pu être taxé de soutenir des organisations terroristes, entre guillemets, parce que c'est le nord-est syrien et que il y a le PKK qui est pas loin, il y a Daesh qui est pas loin, etc. Et en fait, on arrive aujourd'hui à soutenir des choses avec d'autres fondations, dont la Fondation de France d'ailleurs, parce que on a montré que en fait, c'était pas, enfin, le côté un peu radical, qu'on voyait de l'extérieur, n'était pas si réel au sens pas dangereux, quoi. Voilà. Par contre, c'est aller sur des terrains où le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères est un peu fébrile en disant attention, bon, c'est instable, mais surtout c'est aussi des lieux associés au terrorisme, quoi. Voilà. Donc ça d'une part. Et puis en France, ça crée, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que c'est les ZAD, c'est aussi lié au soulèvement de la terre, etc. Donc des lieux où en 2023, on a eu un peu des sueurs froides au moment de la menace de dissolution des soulèvements parce qu'on aurait pu être dans cette enquête un peu approfondie qui a été. Il y a eu une mission parlementaire notamment là-dessus, autour de Sainte-Soline et du financement de Sainte-Soline. Il y a des structures qui ont été, comment dire, à cause du contrat républicain qu'elles avaient signé en recevant des subventions,
contrat d'engagement républicain ont été éjectés des subventions. Donc Mhm. voilà, nous, ça aurait pu nous arriver à ce moment-là. Ça n'est pas arrivé, aussi parce que on a un cadre en fait qui permet une certaine robustesse. Voilà, la question c'est jusqu'à quand. Mais c'est sûr qu'on essaie de garder cette ligne de oui, radical, mais entre guillemets sans se cramer. En tout cas, sans être dans le giron de répression trop forte. Bon, pas toujours évident à flairer, mais ça demande un petit peu voilà, d'analyse des risques en amont et d'intuition, pour le dire plus psychologique. Merci pour les questions. Est-ce que la qualité des procédures garantit le caractère juste de l'allocation des fonds? C'est une grosse question. La première chose, c'est que selon, ce qui est intéressant, on l'a pas mis dans le tableau, mais on aurait pu. C'est que selon les périodes, le bon candidat, le bon organisme, les qualités en fait d'un organisme à financer sont pas les mêmes en fait. Dans la première période, dans les discours, c'est très clair, les enquêtés, puis dans les documents, il faut que ce soit le mouvement mené par les personnes appauvries. Le terme, il y a beaucoup de personnes appauvries. Et par exemple, le contre-modèle, c'était beaucoup, comme c'était quelque chose qui naissait un petit peu en tout cas dans l'univers catho, ils avaient beaucoup de projets qui étaient déposés par des prêtres qui faisaient des choses, par exemple, dans des quartiers avec un fort peu de chômage. Et ce qui regardait beaucoup, c'était, la directrice disait, il ne faut pas que l'Église ait la main dessus. Donc quand c'était mené par, mais qu'en fait, on sentait que ce n'était pas vraiment par les gens eux-mêmes, mais qu'il y avait la tutelle, c'était un peu, on ne finance pas. Donc c'était vraiment côté par et pour les personnes appauvries. Dans la deuxième période, c'est vraiment la question, avec Annabelle, on a observé des comités de sélection, donc on voyait les discussions sur ce qui fait un bon ou un mauvais candidat, on va dire. Et vraiment, ce qui était la chose la plus importante, souvent, c'était l'ancrage dans le territoire, dans la communauté. Et ce que les gens qui proposent un projet, ils sont ancrés, ils sont représentatifs et ils vont porter. Et donc, le contre-modèle, là, c'était vraiment le projet mené par des gens juste pour eux, ou qui portent une demande qui, à la limite, en soi, peut être intéressante, mais qui n'a pas de relais dans son tissu social, qui est une bonne idée de 3 personnes. Et dans la troisième période, qui vient juste de s'ouvrir, vient juste d'avoir le premier concours, ce qu'on a vu dans les appels et dans les premiers résultats, c'est évidemment cette répercussion de cette lunette très intersectionnelle et des qualités. Les projets qui ont été retenus, c'est vraiment des projets très intersectionnels. C'est des mères asiatiques dans un quartier défavorisé, et on voit bien cette conjugaison des strates de population. Ce n'est pas les mêmes. Selon les périodes, je pense, dans la question de est-ce qu'on a les bons, je pense que ce n'étaient pas les mêmes grilles de. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'on voit aussi, c'est les regards d'une période sur l'autre. Nous, avec Annabelle, on a beaucoup travaillé sur la deuxième période, et puis c'était toujours l'idée de est-ce qu'on a tout le monde? En gros, est-ce que tous les groupes qu'on veut voir là sont présents? Donc, c'est beaucoup cette idée d'aller sur tout le territoire, de rayonner. Pour sortir d'un entre-soi du premier groupe, où c'était un peu des groupes qu'on connaissait déjà, qui étaient financés. Et donc, il y a ça. Et dans le troisième, en fait, ils ont le même regard sur la deuxième période. C'est-à-dire que chaque nouvelle période dit, celle d'avant disait tout le monde est le bienvenu et tout le monde peut candidater, mais en fait, c'était un petit milieu. Mais c'est des regards réciproques, en fait, parce que ceux de la deuxième période ont des fois des reproches sur la troisième. Donc, mais aussi, c'est ça, la procédure a évolué. C'est-à-dire que dans les 30 premières années, on va dire, c'était un comité de sélection qui était composé par des salariés de l'équipe qui faisaient les visites, qui rencontraient les groupes, etc. Et pour moitié des gens, alors notamment dans la deuxième période, représentatifs des milieux financiers. Et il y avait un peu l'idée d'avoir comme c'est pas les mots qu'ils utilisaient, mais presque un mini-parlement, donc quelqu'un qui connaît très bien le monde des mouvements féministes, quelqu'un qui connaît très bien le monde de l'éducation populaire, quelqu'un qui connaît très bien. Et donc, quand un projet arrivait, il était capable de dire ah oui, effectivement, dans ce territoire-là, c'est une problématique importante, il est réseauté avec les bons acteurs, ou au contraire,
Mais non, mais on le connaîtrait, c'est pas possible, ça vient de nulle part ce truc. Donc c'était comme des gens sur le comité de sélection qui représentaient presque des sous-continents d'action collective. Et c'est comme si, à l'issue de la discussion, où les milieux représentés étaient plus importants que l'équipe, le nombre des voix, c'était un vote. Bah, au fond, c'est un peu si tout le monde a parlé. C'est pas du tout une logique de chacun représenter son propre secteur. C'était une espèce d'intelligence collective, puis à l'issue de ça, ce qui sort, si la procédure est juste, le résultat est juste, quoi. C'était un peu là où dans la nouvelle période, on voit bien que ça a été revu et c'est pas les mêmes qualités qui fait qu'on est nommé sur. On voit sur le CA beaucoup plus des gens qui ont des compétences en finance sociale, en mesure de l'impact social, en innovation sociale. C'est beaucoup moins des gens qui sont connus pour. Des fois, il y a ces gens aussi qui sont militants, mais aussi qui ont des qualités, c'est plus de personnes racisées, etc., sur ces comités-là. Mais c'est beaucoup moins des gens qui sont des têtes de réseau des mondes associatifs. Donc, ça aussi, la logique représentative, elle pesait fort dans la deuxième période, parce que c'est comme si la délibération, elle se faisait avec des gens qui étaient un peu représentatifs. Là où dans la troisième période, pour l'instant, on le voit moins. Je ne sais pas, Annabelle, là-dessus, si tu avais des choses à compléter. Ou... Oui, bonjour. En fait, je pense que tu l'as bien dit, Sylvain, mais à la question de la qualité des procédures, je t'ai écrit une petite note qu'il va falloir que j'y aille parce que j'avais une rencontre qui débutait à 1h30, malheureusement, mais qu'est-ce qui garantit la bonne sélection? C'est aussi que les projets qui sont sélectionnés sont très différents. Puis une des choses qui illustre bien, en fait, c'est tout l'appareillage qui est mis pour sélectionner les projets. Puis alors que dans la première et la deuxième phase, il y avait les visites de présélection, il y avait toute une mise en mots, en fait, qui était faite par l'équipe de la Fondation pour s'assurer que les projets soient effectivement soutenus. Tandis que dans la troisième phase, comme c'est les dispositifs managériaux ou c'est la technique qui garantit une sélection, je ne sais pas, Sylvain, si tu te souviens combien de projets ont appliqué à la dernière sélection là, de mémoire. Non, c'est des centaines, hein. C'était énorme. Hein. Fait que le nombre de projets a explosé. Puis, ben, il y a beaucoup moins de soutien qui est fait pour les groupes qui déposent des projets. Tandis que on était complètement dans quelque chose de différent là, sur la qualité des procédures. Dans la deuxième phase, par exemple, mais la qualité des procédures, ça voulait dire qu'on accompagne le groupe, qu'on s'assure qu'il y a les bons mots, que sa demande est bien représentée. Puis souvent, en fait, parce que c'est des personnes qui sont issues de ces communautés-là, ben, elles vont identifier des éléments qui ne sont pas dans la demande, par exemple, pour s'assurer que ce soit la meilleure demande possible qui soit déposée au comité de sélection. Mais là, puis même, il y avait au sein de l'équipe des expressions où, tu sais, on identifiait des groupes chouchous, par exemple, pour identifier des groupes qui étaient souvent déposés ou qui avaient des bonnes pratiques qu'on valorisait au sein de la fondation. Mais là, quand on pose la question à l'équipe dans la troisième phase par rapport à qui sont les groupes chouchous, ben, c'est comme une question qui les horripile là, presque parce qu'on veut absolument pas avoir de groupe chouchou. Puis la bonne sélection, en fait, c'est la sélection où il n'y a aucune intervention de la fondation avant le dépôt des demandes. Fait que, dépendamment de la définition de ce qui est un bon projet, ça varie beaucoup d'une phase à l'autre. Même dans les politiques, ils ont déposé toute une politique contre les conflits d'intérêts. Alors dans la deuxième, au contraire, c'était la familiarité qui garantissait que, comme dit Annabelle, on accompagne. Puis je vais répondre pour l'autre question d'Audrey. Alors, effectivement, c'est une histoire qui est totalement québécoise à plein de niveaux. Le lien à la religion, le fait de se construire à la fois entièrement issu de la religion, mais contre la religion, c'est une histoire qui se passe au Québec à un moment particulier suite à la Révolution tranquille, avec des gens qui sont pétris de cet univers religieux-là, mais qui se construisent contre, comme je vous dis, qui financent une association de couples homosexuels dans les premières années, alors qu'ils sont dans un couvent, qui sont dans pour certains, la théologie de la libération, mais qui occupent des fois des positions de prêtres importantes. Certains vont être appelés à l'ordre au Vatican, certains vont être dans les prêtres ouvriers. Il n'y a pas de prêtres ouvriers sur le CA, mais c'est cet univers-là où ils sont proches, vont dans leur propre église, être mis complètement au banc, mais aussi dans l'histoire militante au Québec qui s'affranchit de l'église.
ces cathos de gauche, ils vont être vus, pas au rebut, mais en tout cas, leur identité catho va peser lourd. Donc, c'est aussi des gens qui s'engagent par la philanthropie, après s'être engagés sur la scène, on va dire, dans le champ religieux et dans le champ politique. Et je pense, on peut faire l'hypothèse que c'est une manière pour eux de continuer une action qui devient plus compliquée à mener dans les champs dont ils viennent auparavant. Notamment parce que après une ouverture, le champ religieux au Québec va beaucoup se fermer ses voies alternatives catho de gauche et se réduire, on va dire. Puis le rapport à l'État est complètement québécois et serait complètement différent au Canada ou aux États-Unis. Les fondations qui interpellent l'État sur le fait que c'est de sa responsabilité à la fois de bien financer le milieu associatif et que c'est l'État qui est l'acteur premier et qui en appelle à l'État, bon, effectivement, je ne l'ai pas vu dans beaucoup d'endroits, quoi. Et effectivement, parce que l'État social au Québec est hyper important et a construit le Québec moderne, on va dire. Et, donc voilà. Et puis, quand je disais le lien à la religion, y compris la désagrégation du milieu catholique, mais aussi du milieu catholique, enfin, des congrégations religieuses, qui étaient si importantes au Québec, qui sont en train de disparaître, même démographiquement. Et donc, c'est des actifs immobiliers, c'est des actifs financiers. Pour la Fondation, au moins, il y avait la question de dire, est-ce qu'on ne peut pas aller voir ces congrégations, puis dire, en fait, qui avaient leur propre œuvre, et qui n'ont plus personne, ou des fois la sœur la plus jeune à 80 ans, de dire, bah, nous, on va vous aider à faire, puis c'est une voie qu'ils ont explorée. Vraiment, dire, on va mener vos œuvres avec vos sous, en fait, mais soutenir des groupes que nous, on a repérés. Voilà. Et puis, dans l'enjeu franco-anglo, c'est clair que nous, c'était une fondation très francophone. Et c'est une histoire particulière. Les grandes fondations au Québec sont d'abord anglophones, historiquement. L'émergence des grandes fondations francophones, c'est au moment de la Révolution tranquille, au moment où il y a un capitalisme francophone qui émerge. Donc, c'est une histoire qui est très québécoise. Et le fait aujourd'hui, par exemple, que la présidente soit anglophone, c'est tout un tournant, aussi elle parle français, mais c'est d'abord anglophone. Et l'univers de la fondation qui est très québécois, là en ce moment, il est en train de devenir canadien. Aussi parce que sur les luttes décoloniales, le Canada est vu comme beaucoup plus progressiste que le Québec. Ah oui. Et les alliances se font beaucoup plus avec des grands joueurs canadiens au niveau des fondations et des mouvements sociaux, notamment sur les luttes autochtones, antiracistes, parce que c'est vu comme beaucoup plus porteur qu'au Québec. Donc, il y a un basculement de l'univers de référence du Québec au Canada. Ce qui, pour les historiques qui étaient vraiment liés à l'histoire québécoise, est un truc très étrange pour eux, de voir dans cette dernière période un basculement. Merci beaucoup à vous deux, à toutes ceux et toutes celles qui étaient là et pour vos questions. On a un petit peu débordé, mais je crois que tout le monde a trouvé que ça en valait la peine très largement. On se retrouve, du coup, Rémi, si tu as 1 minute juste pour nous rappeler la prochaine date. Sinon, de toute manière, le programme sera renvoyé bientôt. Oui, il faut que je la retrouve, mais j'ai de tête le 9 décembre pour une présentation d'un papier sur la philanthropie urbaine avec le responsable de la fondation Palladio, qui est une grande fondation philanthropique en France sur les questions d'aménagement urbain. Donc, Et merci beaucoup et à très bientôt.